Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être venus pour assister à cette conférence sur la révolution dans le cadre de la santé digitale, la M-Santé. L'idée de départ de cette, le principe de départ de cette table ronde, ça part d'un constat assez simple, c'est que si vous imaginez quelqu'un qui a le diabète, par exemple aujourd'hui, et qui est obligé tous les jours de traiter sa maladie en faisant des prises, justement pour mesurer son taux, et de noter sur un carnet papier, vous imaginez assez bien que le faire sur un mobile, le faire de manière totalement synchronisée en rapport avec son médecin, ça a un vrai sens et un vrai intérêt pour lui. Donc on a une vision sur la santé qui est en train de subir une véritable révolution en ce moment. On a un monde, le monde des médecins et des professionnels de santé, qui sont en train de se rapprocher petit à petit du monde des technologies mobiles, grand public, notamment mobiles. Donc voilà, on voulait vous présenter ça aujourd'hui. On a avec nous 3 intervenants clés de ce secteur sur des sujets extrêmement complémentaires. On a Caroline Doublanche de Prilos, Pierre Laurent de Voluntis et Yvan Gravier de Néo Sésame. Alors je vais les laisser se présenter un par un. Je vous propose de faire un petit tour. Alors tout d'abord, on va commencer par moi. Je suis président d'Ecode Consulting, qui est un cabinet de conseil et de formation en stratégie mobile et convergence digitale. Je travaille notamment beaucoup sur des sujets santé, comme vous vous en doutez, ce qui m'a permis de rencontrer également ces personnes-là. Je vous en prie, Caroline. Bonjour, je suis Caroline Doublanche, je suis la présidente et fondatrice de la société Prilos. Prilos est éditeur d'applications mobiles depuis 2003. Donc, je pense qu'on a, on a fait partie des pionniers en France du développement d'applications mobiles. Et depuis 2008, on édite une solution qui s'appelle IDOM à destination des professionnels de l'aide à domicile, donc qui interviennent notamment auprès de nos personnes âgées. J'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et on est également éditeur d'une solution qui s'appelle e-Box, dont la première déclinaison est Téléage, un projet en partenariat avec SFR et Europe Assistance qui vise à équiper les seniors à domicile avec des tablettes tactiles et un bouquet de services pensés pour eux. Bonjour, je m'appelle Pierre Laurent, je suis PDG et fondateur de la société Voluntis. Nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé dans ce qu'on appelle la gestion de la relation patient. Donc nous éditons une offre en mode SaaS qui s'adresse aux organisations du secteur médical qui développent des programmes de suivi d'accompagnement des patients, notamment dans les maladies chroniques. Donc cette plateforme logicielle s'appelle MedPassport et nous la déclinons aujourd'hui dans environ 15 domaines médicaux, et en France, en Europe et plus largement en Amérique du Nord où nous avons créé notre filiale à la fin de l'année dernière. Donc on travaille avec des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux, des assureurs, des assisteurs, des prestataires de services médicaux et nous avons aussi mis en place une solution spécifique pour le suivi du diabète qui s'appelle Diabéo, qui est à l'état de l'art en matière de suivi des diabétiques utilisant les mobiles et le web. Bonjour, Yvan Gravier, fondateur de Néo Sésame. Donc nous travaillons dans le domaine de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire que nous fournissons des solutions pour permettre à vous potentiellement, à toute entreprise, de pouvoir rendre disponibles ces applications, ces logiciels ou ces données partout, sur n'importe quel device et pour tout un chacun, sous la forme de ce qu'on appelle les Open API. Donc nous ne sommes pas particulièrement des professionnels de la santé, néanmoins nous mettons aujourd'hui notre dispositif au service d'un certain nombre de projets dans le domaine de la santé, et notamment actuellement dans le domaine de projets dont l'objectif sont de détecter les maladies de peau, notamment le cancer et des maladies allergéniques. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait commencer le débat, si vous êtes d'accord, enfin, dans la discussion autour du thème, un petit peu la vision, un partage de vision entre la vision d'un grand public, peut-être qu'on va avoir les besoins des gens et des patients en France, notamment, en contrepartie, face à la vision professionnelle, la vision des médecins, peut-être des assistantes médicales, tous les gens qui sont au cœur du parcours de santé. Je trouve qu'il y a un décalage parfois, et justement une rencontre des genres qui est intéressante à analyser. Je pense que Caroline, si tu peux commencer à parler de ça. Alors la question est vaste. On voit que côté grand public, les applications de santé sur les mobiles
plus généralement de bien-être et de santé font partie, c'est une rubrique à part entière des stores, notamment de l'App Store. On a déjà 17 000 applications qui sont disponibles sur les différents stores qui sont dédiées à ces usages et qui sont très téléchargées. Je pense que, je ne sais pas si la personne de la Croix-Rouge va nous rejoindre tout à l'heure, mais on voit qu'une application comme celle de la Croix-Rouge a été un hit sur l'App Store avec près de 100 000 téléchargements. Donc il y a un véritable intérêt, de même que sur le web, on sait que des forums comme Doctissimo, etc., on répond à une véritable attente. Côté professionnel, on sait aussi que les professionnels de santé sont équipés en smartphone. Je crois que les chiffres, c'est aujourd'hui 50% des professionnels de santé. Alors en fonction de si c'est un médecin généraliste, un spécialiste, on a des taux d'équipement qui sont un petit peu différents, qui l'utilisent principalement pour accéder à des bases de données médicamenteuses, à des recommandations, etc. Donc on a aussi un usage qui, côté professionnel, se développe. Nous-mêmes, donc, qui éditons la solution IDOM à destination des aides à domicile. Je me rappelle très bien quand il y a 2 ans, on a lancé la solution sur le salon des services à la personne. Il y avait des gens pour nous dire que c'était Star Wars et que les aides à domicile ne sauraient jamais utiliser une application sur mobile. On leur avait dit qu'à titre personnel, elles étaient déjà équipées à 90% et qu'il n'y avait pas de raison qu'elles n'arrivent pas à le faire. Mais c'est vrai qu'il a fallu faire la preuve, d'une part, de l'utilisation de la solution et d'autre part, de son modèle économique et de montrer que mettre un téléphone professionnel dans les mains d'une aide à domicile, oui, ça avait un retour sur investissement qui venait de la diffusion de son planning en temps réel et donc du gain de temps qui était fait en termes d'efficacité, de la remontée automatique d'informations liées aux actes qui étaient posés au domicile, etc. Donc voilà, premier élément de réponse. D'accord. Si on fait peut-être un petit parallèle, je permets de rebondir sur la première partie de ce que tu as dit, sur la partie grand public. Ce qui me paraît intéressant, en fait, que j'avais fait une analyse il n'y a pas très longtemps, justement, des applications, une sorte de benchmark sur les applications santé, en tout cas le mobile marketing dans les problématiques santé. Je me suis rendu compte que la plupart des applications sont quand même très lifestyle, tu vois, enfin, très gimmick, et donc assez peu, en fait, orienté santé. Il y a un côté bien-être, il y a un côté light, il y a un côté je peux gérer mes rendez-vous, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de lien entre mon vrai besoin, peut-être mon dossier médical, tu vois, personnel, enfin mon dossier santé et ces applications-là. Peut-être on peut en parler un petit peu justement sur les problématiques de peut-être légales ou pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on reste un peu à la surface des choses, j'ai l'impression. Oui, enfin, il y a quand même déjà certains usages qui se développent et qui sont assez avancés en la matière. Cela dit, c'est vrai que la donnée personnelle de santé est quelque chose de très sensible, hein, et notamment quand on la manipule sous une forme électronique. Donc on arrive dans un champ réglementaire qui est quand même très contraignant, très bien normé. On ne peut pas effectivement faire n'importe quoi avec les données des patients, y compris par exemple si on commence à déclencher des conseils un petit peu automatisés, on arrive dans le champ réglementaire du dispositif médical, avec toutes ces contraintes, par exemple le marquage CE. Donc depuis par exemple mars 2010, la réglementation française a changé. Suite à la transposition d'une directive européenne sur les dispositifs médicaux de 2007, maintenant un logiciel autonome qui intervient dans le diagnostic et le traitement est considéré comme un dispositif médical. Donc il faut qu'il puisse être marqué CE avec toutes les contraintes que cela impose en termes de développement de solutions, puisque c'est pas seulement un enjeu finalement informatique, c'est aussi un enjeu de maîtrise du risque patient, parce que si le logiciel a un problème, s'il ne donne pas finalement une bonne recommandation sur la base des données qu'il gère, eh bien, cela peut être très préjudiciable pour le patient et avec les risques médicaux que ça comporte. Donc c'est normal que les législateurs, les régulateurs, finalement, ne considèrent pas ces apps finalement comme des objets complètement à part vis-à-vis de ce qu'on considère être comme des produits de santé avec lesquels la personne interagit. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des contraintes supplémentaires qui s'appliquent au secteur de la santé, qui font qu'on ne peut pas effectivement mettre dans n'importe quelle condition ce type de solution sur le marché. Cela dit, les tendances de fond sont quand même là, hein. C'est effectivement un facteur positif, hein. Il n'y a pas de doute qu'il va y avoir de plus en plus d'intérêt à ce que le smartphone soit un outil pour bénéficier finalement d'assistants santé personnels intelligents dans sa poche, qui nous permettront à la fois finalement de mieux gérer notre santé au quotidien. Donc c'est notamment intéressant pour les malades chroniques, hein, qui ont un enjeu aussi d'autogestion de leur maladie, et aussi de partager cette information à distance avec l'équipe soignante. Et on voit que c'est un vrai enjeu aussi pour les années à venir de
meilleur partage d'informations entre professionnels de santé et entre professionnels de santé et patients. Bah, justement là-dessus, pour continuer un petit peu dans ce domaine-là, c'est intéressant. C'est vrai que vous, chez Voluntis, vous avez travaillé en partenariat avec le CERID, je crois que c'est le professeur Charpentier, justement sur un des premiers pilotes en France de soutien au traitement des malades diabétiques avec une remontée d'informations depuis le mobile. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ça s'appelle le projet Diabéo. Peut-être en parler un peu plus en détail, à voir sur combien de personnes ça a été en tout cas testé, un petit peu en phase pilote, est-ce qu'il y a des remontées d'informations, des premiers retours d'expérience avant un next step, quoi. Oui, alors c'est intéressant de regarder finalement l'histoire de ce projet, puisque en fait, quand on a démarré nos activités fin 2001, on avait commencé à travailler sur des systèmes web pour le suivi du diabète, et puis on s'était aperçu que effectivement, on arrivait à un certain nombre de limitations et qu'il était intéressant de se préoccuper de mobilité, puisque les patients diabétiques ont un besoin plusieurs fois par jour, par exemple, de pouvoir non seulement collecter de la donnée, par exemple les taux de glycémie, mais aussi de pouvoir ajuster un traitement médicamenteux, par exemple l'insuline. Donc c'était vraiment une prise de décision plusieurs fois par jour, pour lesquelles finalement une assistance électronique se prête assez bien. Et deuxièmement, on a aussi donc dû travailler sur des systèmes intelligents qui répondaient à des problématiques finalement de traitement assez compliquées à gérer pour les patients. Donc on a donc voulu exploiter les nouvelles possibilités offertes par les technologies mobiles à partir de 2004-2005. À l'époque, c'était pas encore l'iPhone, c'était Windows Mobile. Et donc on s'est rapproché du corps médical, et le docteur Charpentier nous a permis de concevoir ce système intelligent avec des algorithmes assez innovants qui permettent de faire un système non seulement finalement passif de partage de données entre le patient et le médecin, mais aussi un système actif qui va permettre aux patients de pouvoir bénéficier de conseils automatisés, d'aide à l'ajustement d'un traitement, suivant des règles paramétrées par l'équipe soignante à distance. Donc concrètement, ce système donc est mis à la disposition des équipes soignantes qui elles-mêmes le proposent à leurs patients. Donc c'est un système qui a été co-construit avec le corps médical au départ pour répondre aux besoins du corps médical d'ailleurs. Et le patient télécharge son application depuis son marketplace et peut commencer à utiliser le système avec un code d'accès. Et donc il peut saisir des données de santé le concernant, donc sa glycémie, ses glucides, son activité physique. Et en fonction de ces données et des algorithmes dans la plateforme, calibrés par le médecin, eh bien, on va lui proposer des recommandations immédiates, personnalisées. Donc ça, c'est le volet un petit peu autogestion de la maladie quotidien. Et puis, par exemple, quotidiennement, les données sont synchronisées avec un serveur web pour permettre aux professionnels de santé de suivre à distance l'état de santé du patient. Donc on a mis en place en fait des projets d'études cliniques. Donc aujourd'hui, il y a quelques centaines de patients qui ont été évalués en fait à travers ces études. Donc on a aujourd'hui, à ce jour, terminé 3 études, dont la plus importante, qui s'appelle Télédiab 1, donc a eu ses résultats fin 2009. Ils font l'objet d'une publication scientifique ce mois-ci dans une revue très haut niveau, Diabetes Care. Et on a réussi à démontrer que ce système améliorait de façon significative l'équilibre glycémique des patients diabétiques, donc avec des preuves d'efficacité qui sont d'une amplitude comparable à ce qu'on voit dans certains médicaments. Donc c'est un système qui est porteur vraiment d'une amélioration de l'état de santé des patients qui est importante. Donc ce qui nous permet à terme d'entrevoir aussi un remboursement finalement pour ce système. Donc en fait, ce sera peut-être le premier logiciel remboursé par la Sécu. Non ? Alors c'est l'ambition qu'on se fixe pour ce projet, exactement. Mais il n'y a pas de raison effectivement que ça ne puisse pas être remboursé, puisque finalement on suit la même démarche qu'un dispositif médical, même si c'est un nouveau type de système. Et on mène des études cliniques comme le font d'autres produits de santé qui obtiennent eux le remboursement sur des preuves d'efficacité comparables. Donc il n'y a pas de raison que notre système ne puisse pas l'obtenir si on arrive avec le même niveau de preuve que le font certains confrères. Merci. Peut-être j'aimerais bien qu'on parle un petit peu sur la partie téléage. C'est pas moi. Oui, alors là, on va aborder peut-être la question du modèle économique. Donc, Prilos, comme je le disais, on a lancé des solutions pour les professionnels et en particulier pour l'aide à domicile. Et nos clients, donc on a à peu près une 50aine de clients aujourd'hui sur ce secteur-là, ont attiré notre attention sur le fait que quand ils interviennent auprès de personnes âgées, il y a jusqu'à 7 professionnels de métiers différents qui interviennent et qu'il y a un vrai cloisonnement aujourd'hui des professions et des interventions. Donc on a commencé à travailler autour du fait de laisser un dispositif communiquant au domicile de la personne
pour coordonner le passage des différents acteurs. Et en fait, on a monté ce projet Téléage en partenariat avec SFR et Europe Assistance pour créer un vrai modèle économique. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il va y avoir une vertu effectivement démontrée à utiliser un système pour le diabète, des équipements en fait pour différents types de besoins. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est autour d'une tablette tactile grand public, de proposer en fait aux seniors de s'équiper avec ces tablettes plutôt sur un aspect ludique, de lien avec les enfants, les petits-enfants, donc partage de photos, partage d'emails, mise à jour à distance des applications par les enfants, Internet, etc. Donc vous avez peut-être vu qu'il y a eu un article dans Le Monde il y a 2 jours sur l'utilisation des tablettes par les seniors en maison de retraite, qui montre que la tablette finalement c'est un outil qui est facile de prise en main, qui a le côté always on, quand on appuie sur le bouton, ça s'allume automatiquement, l'interface tactile qui fait qu'il n'y a pas de frein à l'utilisation, le zoom, dézoom, enfin tout ça va bien par rapport à des seniors, et notamment on est aussi en distance de lecture, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans son fauteuil, dans son lit, enfin voilà. Donc la tablette, c'est un outil intéressant, c'est un outil qui a aussi un modèle économique en tant que tel, et avec des usages plutôt de liens intergénérationnels. Donc c'est le fils, le petit-fils qui va offrir à sa grand-mère ou à sa mère l'iPad qui va bien. Et l'idée, c'est qu'autour de ça, on organise des services donc de communication et plutôt fun, mais aussi des services de bien-être et petit à petit de santé. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on voit que nos seniors vieillissent de mieux en mieux, que comme le dit par exemple le professeur Franco, qui est gériatre et président du CNR-SDA, on fonctionne bien de plus en plus longtemps, mais on commence à fonctionner un petit peu moins bien au fur et à mesure, et donc on n'a pas envie d'être renvoyé au fait qu'on est malade, qu'on a un diabète ou qu'on est hypertendu. En revanche, c'est vrai que pour fonctionner encore bien et faire que voilà, on a besoin d'outils de suivi type Diabéo ou autre. Donc voilà, donc ce projet Téléage, aujourd'hui on a 50 utilisateurs en test, et l'objectif c'est de le lancer au 2e semestre. Voilà. Avec, peut-être aussi au niveau modèle économique, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, on parlait de remboursement par la Sécu. Là, on ne va pas demander de faire rembourser des iPads par la Sécu, je pense que ça ne sera pas possible. L'idée, c'est juste de proposer qu'il y ait un équipement qui soit fait avec un terminal. Donc, on est nous en technologie Android, donc ça marche sur du smartphone, sur de la tablette et demain sur de la télé. On a un équipement plutôt pour un usage ludique. Et après, il y a un besoin qui est plus lié santé ou qui est plus lié sur de la dépendance, etc. Et on va avoir les financeurs qui vont bien, qui peuvent être les assureurs, qui peuvent être les assisteurs, qui peuvent être les conseils généraux. Voilà. D'accord, donc enfin, globalement, le modèle économique, il n'est pas encore très, très établi sur des sujets comme ça. On y travaille, on a de bonnes pistes. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez dans le commerce une tablette, si vous l'achetez sans un abonnement, vous allez la payer, mettons, 4 à 500 euros. Quand vous l'achetez avec un abonnement, vous la payez 200 euros, et puis vous avez un abonnement de 35 euros par mois pour une carte SIM et un accès data illimité. L'idée, c'est de pouvoir proposer là une tablette gratuitement, avec le bon circuit de distribution. Donc ce qu'on cherche, c'est plutôt le circuit de distribution. Et derrière, un service qui, au lieu d'être à 35 euros, sera plutôt à 45 euros, mais qui comprendra à la fois le lissage du prix de la tablette et la couche de service qui va bien. Et après, avec des services incrémentaux, quand je veux m'équiper du bon glucomètre, du bon spiromètre, ou de l'application qui me permet de suivre d'être en lien avec mon médecin, on peut avoir des services premium et des services avec leur propre modèle économique. Alors, Yvan, j'aimerais bien qu'on parle maintenant. Tu travailles sur un projet qui est extrêmement intéressant, très 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 innovant, un projet R&D qui s'appelle Cloud for Skin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, nous donner la vision de ce projet-là et sur les 2 ans qui viennent, avoir une bonne vision? Oui, tout à fait. Donc l'idée est de transposer au domaine de la santé les évolutions qui se déroulent actuellement dans le web, c'est-à-dire la notion d'open API. C'est-à-dire que pour moi, je regarde un projet de santé comme un projet avec 3 acteurs en fait. Donc un premier acteur qui est un terminal équipé ou pas d'un capteur, terminal mobile équipé ou pas d'un capteur, donc en contact avec l'utilisateur. Un système distant en fait qui est un logiciel on va dire de médecine, de diagnostic, d'analyse, de prévention.
Et puis un troisième acteur qui est une sorte de tiers de confiance, si on devait transposer ça au milieu bancaire, qui est soit un cabinet médical, soit un médecin, soit un organisme dépendant d'un ministère ou d'une organisation mondiale de la santé qui exploite ces données pour retranscrire un traitement. Donc l'idée, c'est de transposer cette logique triangulaire dans ce qu'on appelle l'open data, et donc de considérer que ces trois ressources peuvent être appelées de façon autonome, indépendante, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui où elles sont appelées de façon cloisonnée. Je m'explique. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Barcelone au Mobile World Congress cette année et de voir qu'il y avait un stand assez important, maintenant un pavillon sur la mobile santé, vous êtes assez frappé immédiatement de constater que vous avez à la fois les initiatives d'un côté, les initiatives, on va dire, occidentales, qui sont extrêmement cloisonnées. Vous avez une application d'électroencéphalogramme sur iPad, vous avez une application de mesure de la pression sanguine sur iPad, et tout ceci obéit au triangle que je viens de vous citer, mais de façon très cloisonnée. C'est un terminal, un capteur, un logiciel distant qui fait le diagnostic, et un médecin ou un organisme de santé qui a accepté d'adhérer au principe. Très cloisonné, donc très peu d'utilisateurs, très peu de revenus, très peu de trafic. Et de l'autre côté, j'ai été frappé par un projet que je vous recommande d'aller voir sur Internet, c'est mhealthcompany.com, qui est un projet saoudien, qui ne s'embarrasse probablement pas des mêmes contraintes réglementaires ou du même tissu, je dirais, réglementaire que nous, qui ont monté une société qui justement a complètement décloisonné ce triangle et propose un dispositif mobile qui balaye l'ensemble de la gamme, c'est-à-dire qu'on part tout simplement du SMS, en allant jusqu'à l'iPad évidemment. À l'autre tête du triangle, des logiciels de santé qui vont de la simple information, du simple dictionnaire médicament, traduction des codes INN, du diagnostic, de la prévention, etc., et des logiciels très spécialisés sur, par exemple, du diagnostic d'image, sur la détection de cancer de la peau. Et à l'autre bout de la chaîne, un réseau de cliniques, un réseau de praticiens qui ont adhéré à ce système en marque blanche, qui est un système labellisé. Résultat, vous regarderez sur Internet, c'est 100 000 consultations aujourd'hui par an, c'est 1500 SMS échangés par jour, c'est du trafic qui est généré et qui a complètement décloisonné ce dispositif. Et je crois une centaine de cliniques qui ont, sur le territoire ont adhéré. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de décloisonner le triangle, d'un côté par des systèmes mobiles et capteurs ouverts, de l'autre côté par des traitements accessibles en SaaS à distance, et de l'autre côté par un réseau qui labellisera et accréditera le système. Voilà. Tu peux juste rappeler comment s'appelle ce projet saoudien? C'est vrai que c'est intéressant. mhealthcompany.com. D'accord. Et ça, c'est ton best santé sur 2010. Moi, je dirais ça m'a vraiment. Enfin, j'ai pris une claque. Hein. Moi, j'ai fait un projet test en 2003 avec Orange sur la ville de Caen pour de la mesure de taux d'insuline par mobile. Ça restait du pilote. En France, je trouve qu'on parle énormément de pilote, d'expérimentation. Moi-même, j'en fais partie. Mais des projets au niveau étatique, avec du trafic, donc qui intéresse tout le monde, qui est démocratisé, j'ai pris une claque. Alors, je pense que justement on peut en profiter pour glisser. Je vais vous poser la question aussi à vous. Ça m'intéresse en fait, de voir un peu c'est quoi le projet le plus innovant que vous ayez pu identifier, enfin qui vous a le plus intéressé sur 2010. En parallèle, ça va nous permettre d'aborder aussi la partie, l'impact, la puissance justement des organisations de type privé, de type associatif aussi dans notre environnement. Moi, il y a un projet qui m'a beaucoup plu, peut-être que c'est le même pour vous aussi, que j'ai découvert, qui a été fait par des étudiants du MIT, qui s'appelle Sana, qui est absolument hallucinant. Enfin, ils sont capables en 9 étapes de fournir un diagnostic médical à des gens qui n'ont pas de médecin autour d'eux. Voilà, il suffit juste d'une personne qui est une infirmière ou peut-être une personne un petit peu plus médicale que les autres, qui va prendre des photos, les envoyer, et tu as tout un système centralisé qui permet que c'est traité derrière par des médecins qui vont donner un vrai diagnostic pour soigner les personnes. Donc moi, c'est un peu mon top projet 2010. Alors, je sais pas, Pierre, ce serait quoi le tien?
J'ai bien aimé en 2010 certains matériels médicaux qui se connectent aussi à l'iPhone. Alors on voit par exemple des systèmes, bon, il y a les balances connectées, les tensiomètres connectés. On a l'impression qu'il y a une sorte d'arriver à une certaine forme de maturité quand même de dispositifs sans fil qui vont, et c'est intéressant, il y a le concept qui émerge de dispositifs médicaux virtualisés, où finalement il va y avoir moins d'électronique dans le matériel médical, et finalement ça va communiquer plus avec le smartphone qui va être l'afficheur. Donc par exemple on voit que dans le tensiomètre, il n'y a plus d'écran, il y a juste un brassard qui communique au smartphone, et c'est le smartphone qui est l'écran du tensiomètre. Et on voit ce genre d'usage se développer. Donc je pense qu'on va vers une arrivée de matériel médicaux, entre guillemets, un peu plus standardisé, moins onéreux, communicant, en fait. Et le smartphone, de plus en plus, comme un outil, je dirais, polyvalent, qui communiquant avec ses capteurs, en fait, distribué sur le corps humain, quoi, et qui va pouvoir être un véritable hub qui va en permettre de communiquer avec aussi le corps médical et des applications personnalisées. Donc je pense que, en 2 mots, je trouve que c'est intéressant que même Apple arrive finalement dans l'écosystème Apple arrive aussi dans le monde du dispositif médical et se préoccupe de ces questions qui sont assez structurantes, je crois, pour le domaine. Tu as vu alors l'IBG Star de Sanofi Aventis, pas mal, qui a une solution qui se plug sur l'iPhone, ou le DJet. Ça c'est pas mal ça, je sais pas si tu as vu un petit peu le système. Oui, c'est un beau système effectivement, donc ça participe de cette démarche, de pouvoir finalement connecter de la meilleure façon possible ces dispositifs communicants et le smartphone, et je pense que oui, l'IBG Star en tout cas est une solution très élégante pour les patients diabétiques pour qu'ils aient un tout en un dans leur poche. Et pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le projet, en fait, DJet est un projet qui a été lancé par les laboratoires Bayer, qui est un terminal pour des enfants diabétiques, qui se plug sur une Nintendo DS. En fait, l'action de prendre ces mesures très régulièrement tous les jours leur fait gagner des points sur un jeu vidéo. Voilà, ça permet de désacraliser un peu le côté négatif de la prise de mesure et d'avoir un vrai avantage direct qui est je gagne des points dans mon jeu vidéo. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors moi je ne vais pas répondre à ta question. C'est bien. Non, je trouve qu'il y a plein de belles choses qui se font, il y a plein d'applis bluffantes, mais ça fait longtemps quoi, quelque part, on voit tous sur des salons des trucs absolument bluffants depuis des années. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé en 2010 et ce qui va se passer en 2011, c'est qu'on a l'impression d'être à un moment où la M-Santé peut vraiment exploser. Parce qu'on a brisé quelque part le cercle vicieux de l'équipement d'une part des patients. On a des patients qui sont globalement équipés ou qui vont s'équiper. On a des professionnels qui aussi sont équipés. Toutes les technologies sont là pour, donc les capteurs, le smartphone qui joue le rôle de hub et d'écran quelque part pour des dispositifs médicaux. Et puis aussi des initiatives étatiques et gouvernementales avec, bien sûr, ce qui se passe autour du DMP. Le fait que, par exemple, dans le grand emprunt, il y a tout un volet qui a été consacré aux nouvelles technologies et à la santé, et notamment les prochains appels à projets qui vont arriver, qui vont être liés à de l'expérimentation grandeur nature et à du déploiement à l'échelle de régions. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on arrive à sortir effectivement de l'expérimentation avec un service sur une cohorte, etc. Il faut qu'on arrive vraiment maintenant à industrialiser, et je crois qu'il y a tout pour. Et c'est ça qui fait qu'on peut parler de révolution et de momentum en fait. D'accord, donc tu penses que ça va. Là, on est vraiment capable de le faire bouger, qu'il n'y a pas trop de freins, tu vois, justement au niveau étatique, au niveau légal, sur ce sujet-là. Parce que voilà, je sais qu'il y a des il y a un cadre réglementaire qu'on évoquait tout à l'heure qui est un cadre normatif et c'est normal parce qu'on touche effectivement à la santé du patient. Après, je pense qu'il y a une vraie volonté d'avancer et que c'est le moment de faire bouger les barrières, de faire bouger les frontières. Ta vision sur 2011, c'est on coordonne tout ça. Le point central, c'est un terminal connecté à domicile qui permet de coordonner un peu l'ensemble des informations pour les acteurs du parcours de santé. Alors. Oui, nous en fait, quelque part, j'appelle ça le dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'on a, comme dans la logistique, aujourd'hui des grands systèmes d'information qui se sont construits autour du DMP ou autre, mais il se pose encore la question de comment on communique avec le patient et en particulier les besoins vont croissant sur la population des seniors.
Donc au travers de projets comme Téléage, nous on pense qu'effectivement la tablette peut être le dernier kilomètre et peut permettre de fédérer des usages ludiques, des usages santé, avec des modèles économiques vertueux et une mutualisation. Voilà. Je crois qu'on approche bientôt de la fin du temps imparti. Est-ce qu'il y a juste une information intéressante que je voulais demander à Pierre? Toi, tu penses que ça va bouger plus rapidement sur des pays comme les États-Unis, ou qu'en France, notamment en Europe, on peut envisager qu'en 2011, on va vraiment voir des projets de mobile healthcare qui vont être accessibles au grand public? Ça dépend de quoi on parle, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'applications mobile healthcare, donc on peut parler. Si on parle spécifiquement de la télémédecine, donc du télésuivi des patients notamment, je pense pas qu'on n'est pas nécessairement vraiment très en retard en France quand on se compare à d'autres grands pays occidentaux. Comment on fait? Comment on fait En fait, il y a des pays traditionnellement qui sont assez en avance, par exemple. On dit souvent la Finlande, le Canada, etc. Mais ces gens-là ont été aussi assez contraints par leur distance en fait, géographique entre, je dirais, les centres hospitaliers et puis parfois des populations très éloignées, de mettre en place ce type de système. Donc c'était finalement pas un nice to have ou un must, enfin c'était, je dirais, essentiel pour eux de pouvoir mettre en place ces dispositions de suivi à distance. Donc c'est un peu logique qu'ils aient été pionniers, un peu précurseurs en la matière. Mais c'est pas le cas en France. On a beau dire qu'il y a des déserts médicaux en France, ça reste quand même d'une intensité bien inférieure à ces pays-là. Donc je pense que globalement, il ne faut pas non plus s'auto-flageller. La France est dans la moyenne des pays occidentaux. On va publier au deuxième trimestre une étude sectorielle qu'on fait sur la télémédecine au niveau du syndicat professionnel, le Syntec, qui vise justement à faire un état des lieux du marché de la télémédecine et de ses perspectives de croissance et aussi en termes d'emploi et de formation. Donc ce sera une étude qui fera un peu le point à ce jour finalement des perspectives offertes par ce domaine, mais moi je crois que ce secteur offre des perspectives excellentes. Je pense qu'il y a des vraies tendances structurelles extrêmement fortes qui poussent à ce qu'on arrive vers un marché de grande envergure. C'est pas simple. Aujourd'hui, je pense que les obstacles ne sont pas forcément technologiques, d'ailleurs. Les obstacles sont culturels, organisationnels, juridiques et financiers, puisque ça demande aussi de repenser un petit peu les modèles de financement des soins dans nos pays, et ça va prendre du temps. Ok, merci beaucoup. Ma conclusion, c'est faisons tomber les barrières s'il y en a, pour que ça devienne une vraie révolution en marche, quoi. Ok, merci. Merci à tous.